Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 20 janvier et comme tous les soirs pendant 60 minutes, nous allons essayer en votre compagnie de comprendre, de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Mohamed Benayed, vous êtes secrétaire général au ministère délégué chargé du commerce extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation, comme d'habitude. Ibrahim Souleyman, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire économique et financier Les Afriques. Et enfin, monsieur Jawad Kardoudi, vous êtes président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi que seront réunis dans la petite commune suisse de Davos près de 2500 chefs d'entreprise, dirigeants politiques et intellectuels du monde entier. Ce forum annuel, qui est en est à sa 46e édition, a pour but d'aborder les grandes questions économiques et géopolitiques du moment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité est chargée. Crise des réfugiés, crise économique, guerre au Proche-Orient. Alors, en quoi consiste exactement cette rencontre? Quelle est la place et l'apport du Maroc et du continent africain dans cette grande rencontre? Quelles sont les grandes priorités de cette année? Et quelles sont les retombées attendues? Forum de Davos, quelles solutions face aux défis mondiaux? C'est le titre de l'émission de ce soir. Une croissance mondiale au point mort, un contexte géopolitique marqué par des attentats quasi quotidiens et une crise migratoire sans précédent, voilà les dossiers qui vont dominer les travaux d'un forum de Davos à la sécurité renforcée. Un programme chargé pour cette 46e édition qui verra la participation de 50 chefs d'État et de gouvernement, de dizaines de chefs d'entreprise et plus de 300 journalistes accrédités. À cela s'ajoute un grand nombre de célébrités du monde du cinéma et de la musique. Le thème officiel de ce brainstorming mondial est la 4e révolution industrielle, objectif, transformer l'économie mondiale. Mais on n'en est pas là, beaucoup d'événements se sont invités à l'ordre du jour, comme l'économie chinoise qui fait grise mine. Pékin a publié mardi son chiffre de croissance 2015, qui est au plus bas depuis 25 ans. Le ralentissement chinois et la méforme des pays émergents pèsent sur l'augmentation du PIB mondial. Résultat, toutes les économies du monde peuvent dérailler selon le Fonds monétaire international qui a tiré la sonnette d'alarme mardi dernier. Et ce qui n'arrange pas les choses, la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, une crise qui n'est pas sans effet sur les prix du pétrole. L'évolution de la lutte contre l'organisation de l'État islamique, les attentats mais aussi la crise des migrants qui frappent l'Europe et le Proche-Orient font aussi partie des sujets qui seront abordés par les participants. La vague de réfugiés constitue un grave problème pour la capacité d'absorption des marchés du travail de l'Union européenne, s'est alarmé Christine Lagarde. Autre sujet à l'ordre du jour, le fossé entre les riches et les pauvres, un fossé qui ne cesse de se creuser. Le constat est fait par l'ONG Oxfam quelques jours avant l'ouverture du forum de Davos. L'étude établit que les 1% les plus fortunés de la planète détiennent 48% des richesses mondiales, laissant le solde restant à partager entre les 99% restants. Le forum économique mondial, inauguré en 1974, réunit chaque année les dirigeants politiques et les plus grands chefs d'entreprise de la planète à Davos. Pour cette édition, le Maroc sera représenté par le chef du gouvernement Abdelilah Ben Kiran. Bien, messieurs, alors je compte sur vous aujourd'hui pour que nos téléspectateurs puissent comprendre ce qu'est Davos. Finalement, on en parle beaucoup de cette grand-messe qui a lieu tous les ans, en janvier, à Davos, en Suisse, et qui réunit un certain nombre de chefs de gouvernement, pas seulement, mais de figures politiques, d'intellectuels, de journalistes, de membres de la société civile, également internationale, qui s'y rencontrent. Alors aujourd'hui, si je vais faire juste un tour de table, si vous deviez définir Davos, au-delà de son côté tout à fait descriptif, dans ses objectifs et dans ce que vous retenez finalement de ce forum qui existe depuis maintenant 1971. C'est un think tank international qui regroupe notamment les grandes entreprises, les grands décideurs politiques, pour réfléchir sur les tendances de long terme essentiellement de l'économie mondiale et des sociétés, le cas échéant, mais qui est toujours rattrapé par le conjoncturel, comme cette 47e édition, qui va traiter bien sûr des tendances, notamment à travers la 4e révolution industrielle, mais qui est rattrapé par la conjoncture, à savoir les migrants, le pétrole, COP21, etc.
Donc, un grand forum de discussion. De discussion et également de beaucoup de business. Oui, alors justement, on va y arriver, on va voir de quelle manière aujourd'hui ça se transforme en business. Jao Cardodi, si vous deviez définir, vous, le Davos. Le Economic Forum, effectivement, c'est un think tank qui a son siège en Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, et qui regroupe... alors, il fait pas... Alors, on parle de World Economic uniquement pour la rencontre de janvier. En fait, il fait aussi des ensemble de rencontres régionales, oui. C'est important. Et alors, j'aimerais quand même rappeler son objectif principal, qui est un peu ambitieux, améliorer l'état du monde. Voilà un petit peu l'objectif. C'est un noble objectif et un peu... Améliorer l'état du monde en se plaçant au départ sur le plan économique, aussi environnemental et santé, mais comme l'a dit mon ami Nayed, qui dérive un petit peu ou peut-être même beaucoup sur le politique. Et c'est comme ça que chaque année sont invités des chefs d'État, etc. Et évidemment, ça attire beaucoup de monde parce que lorsqu'il y a des chefs d'État, des chefs de gouvernement, ça attire beaucoup de monde et surtout les médias qui sont très friands, bien sûr, de rencontrer ces personnes. Ibrahim Souleymane. Oui, mais en tout cas, comme vous l'avez si bien présenté, c'est surtout une rencontre importante qui réunit chaque année les dirigeants politiques, mais aussi les chefs d'entreprise, des grandes entreprises du monde entier. En plus, il y a les médias, les responsables d'ONG, mais aussi les intellectuels, notamment des chercheurs, des experts, qui se retrouvent en fait pour réfléchir sur les problèmes les plus urgents de la planète. En tout cas, c'est ça l'ambition du Forum économique mondial qui se tient donc chaque année dans les Alpes suisses, à Davos. Donc pour cette édition 2016, parmi les sujets qui sont les plus brûlants qui seront abordés par les participants, il y a notamment la question de la migration, qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'Europe et aux Occidentaux de façon générale. Il y a aussi la question de la croissance chinoise qui s'épuise un petit peu ces derniers temps, qui inquiète aujourd'hui les Occidentaux, mais aussi peut-être les autres grandes puissances. Il y a aussi le prix du pétrole qui est en chute libre, en tout cas depuis quelques temps, et qui inquiète la planète. Donc il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Alors, on va revenir bien sûr sur les thèmes de Davos. J'aimerais juste aujourd'hui qu'on fixe bien l'impact que peut avoir Davos, parce que c'est pas un nouveau forum. Il est devenu le World Economic Forum en 1987. Avant, c'était un forum qui était tout simplement européen. C'est un forum avec un budget quand même colossal, 200 millions d'euros. Et pourquoi je vais parler des chiffres? Parce que on parle d'améliorer l'état du monde, c'est quand même les mêmes personnes, on a l'impression que c'est les mêmes puissances qui sont représentées, les puissances capitalistes, chantres du libéralisme. Chaque entreprise doit débourser à peu près 60 000 euros pour participer, ça coûte très cher d'y aller. Alors est-ce que finalement ce forum n'est pas l'occasion finalement pour les puissants de ce monde d'essayer de façonner une espèce de dogme économique, capitaliste sur l'ensemble du monde? Je vous pose la question. C'est pas orienté du tout, mais je vous pose la question. C'est Benayed. Non, mais il faut dire que le forum est dans l'anticipation. Et quand on a des intérêts, on essaie d'anticiper pour continuer à les défendre. C'est tout à fait normal que les puissants se réunissent dans ce forum pour continuer à anticiper sur le monde, à faire fructifier le business. Et derrière le business, il faut dire également qu'il y a des vies, il y a des économies qui si elles ne retrouvent pas la croissance, il y aurait du chômage. Donc derrière, améliorer l'état du monde, comme l'a dit Cardodi, c'est également une réflexion d'anticipation sur comment réagir à des nouveaux phénomènes que rencontrent les décideurs ou que rencontrent les économies, etc. Et je crois que c'est important d'anticiper pour pouvoir un peu intégrer les transformations de fond des sociétés. Et l'économie mondiale est en train de vivre vraiment des transformations de fond et qu'il faudrait maîtriser leurs conséquences sur l'emploi, sur le chômage. Mais derrière ça également, cette, je dirais, noble mission du forum, il faut dire également c'est un lieu de réseautage et d'échange, je dirais, entre parenthèses, de cartes, de business également. Et c'est important. Le haut lieu du lobbying, là aussi, c'est un haut lieu du lobbying, pas seulement des grandes entreprises. Et c'est pas un forum qui est fait pour les PME.
C'est fait ça, on pour a bien les compris. gens. 60 000 euros pour elle, c'est pas une PME qui va se D'ailleurs, les permettre. versions régionales qu'a évoquées Sikr-Dodi, c'est justement pour permettre aux entreprises moyennes, etc., d'essayer de faire le même exercice d'anticipation. Et je crois que c'est important. C'est important. Sikr-Dodi, par rapport à la légitimité de ce forum. Oui, alors d'abord, ça réunit l'élite mondiale. Au départ, effectivement, c'était l'Europe, mais de plus en plus, c'est l'élite mondiale. Effectivement, c'est le chantre du libéralisme et de la mondialisation. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toutes les grandes entreprises. Est-ce que c'est pas antinomique avec comment améliorer le monde? C'est Voilà. la question. Donc, Beaucoup de gens se posent cette question-là. Mais j'ajouterai, parce que je sais qu'il est très critiqué, on parle les nantis de la neige, etc., etc. Moi, je pense qu'il est quand même utile. Parce qu'à côté, et en étant le chantre, comme je l'ai dit, de libéralisme, et il veut aussi promouvoir un peu l'éthique dans les affaires, et il s'intéresse aussi aux inégalités dans le monde. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un capitalisme qui se veut, en tout cas qui se veut, je ne dis pas qu'il est, qui se veut un peu plus éthique et moins inégal dans le monde. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ce Vous êtes d'accord avec ça, Ibrahim Soleiman? Oui, tout à fait. Moi, je dirais en plus d'être un lieu de rencontre, le forum de Davos est aussi l'occasion de partager beaucoup d'informations. Parce que le forum produit beaucoup de rapports, beaucoup d'études qui donnent assez de visibilité sur l'état de l'économie mondiale. Et ça, c'est très important. En plus de ça, au niveau en termes de rencontres, il faut rappeler par exemple que c'est lors du forum de Davos en 1992 que Nelson Mandela a serré la main du président Frédéric Leclerc à l'époque de l'apartheid. Et quelques années plus tard, les deux hommes ont finalement reçu le prix Nobel de la paix. Donc c'est aussi un lieu de rencontre qui permet en fait de mettre autour de la même table peut-être des adversaires ou des ennemis et peut-être aboutir à des accords de paix, de conciliation. Aussi Erdogan, Shimon Peres en 2009. Oui. Ouais, tout à fait. Vous savez, finalement, c'est une tribune, c'est une espèce voilà, c'est le prétexte pour beaucoup de rencontres politiques en même temps que le lobbying fasse émerger ce genre de choses. Mais juste par rapport on en finit avec cette légitimité-là. Je veux dire, revenons sur l'expérience. Est-ce que des décisions, enfin, il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais en tout cas des recommandations suite à des diagnostics, suite à des discussions, tous ces forums-là, ont contribué à prendre des décisions au niveau politique, par la suite, qui ont changé de manière substantielle des situations soit économiques, soit politiques. Est-ce qu'on a déjà eu des effets concrets de Davos? Il serait très difficile de dire telle décision a été prise, elle a été exécutée. Mais quand tout think tank, l'objectif c'est d'échanger des idées. Et d'échanger des idées, après chacun interprète ses idées comme il le veut, comme ça l'arrange quelquefois, pour essayer de s'adapter au changement. C'est ça l'objectif du forum. Comment contribuer à un changement? Parce que même pour le capitalisme, les inégalités, c'est pas une bonne chose. Parce que qui dit trop d'inégalités... En proportion. Qui dit trop d'inégalités, si on n'a pas de classe moyenne, il n'y a pas de consommation. Donc, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de business. Donc, prendre en charge les inégalités, je crois que ça figure également sur les thèmes des discussions de cette édition. Non, il faut réduire les inégalités pour que même le capitalisme marche. Même si, à part le capitalisme, bon, il n'y a pas d'autre modèle pour le moment. Bon, c'est une autre émission, c'est une autre discussion, c'est un autre débat, si vous voulez. Alors, je signale d'abord que le forum, le World Economic Forum, est observateur de l'ONU. Il a obtenu le statut d'observateur. Et ça, c'est important. Et ce qui lui vaut beaucoup de critiques aussi. Pardon ? Ce qui lui vaut beaucoup de critiques, parce qu'il n'a pas été représenté, élu démocratiquement, etc. Bon, ça, ce sont les détracteurs qui... L'ONU a jugé qu'il pourrait être utile. C'est pour ça qu'il lui a donné le statut, parce qu'il ne donne pas le statut à tout le monde. Et donc, moi, je compare un petit peu comme le G20. Le G20, c'est les gouvernements.
mais qui n'ont pas non plus de décision, ils ne prennent pas de décision. Mais là, c'est un peu le secteur privé. C'est le secteur privé qui réfléchit aux problèmes du monde et c'est quand même des gens intéressants. Parce que pour devenir PDG d'une grande multinationale, je prends Renault ou Microsoft, etc., c'est pas des petites gens, c'est pas des gens moyens, c'est des gens quand même qui ont une intelligence et une formation, une connaissance supérieure. Donc je pense que c'est utile que des gens de ce niveau-là, qui est un niveau très élevé, puissent discuter. Et d'ailleurs, le champ d'activité du forum s'est élargi, puisque à part l'économie, il s'intéresse également à la santé, il s'intéresse à l'environnement, il s'intéresse à l'éducation, il s'intéresse, par exemple, ils ont créé les Young Leaders, c'est-à-dire ils choisissent les meilleurs entrepreneurs du monde. Et j'insiste là-dessus, il veut être un forum mondial, et non ni européen ni américain, mondial. Et c'est pour cela qu'il essaye de sélectionner un peu partout dans le monde. Donc ils donnent leur avis et effectivement un think tank n'est pas décisionnaire, mais lorsque un think tank crédible donne des avis, sort, parce que j'insiste aussi, un think tank ne doit pas simplement faire des conférences, sort des publications, des études qui sont prises en compte par tout le monde, je pense qu'il peut influer sur les décisions mondiales. Ibrahim Souleyman, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Jawad Kardoudi, objectif, représenter le monde entier. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont le plus représentés en termes de nombre de participants. Et ensuite, si on prend la liste, eh bien, on aura bien sûr les grandes puissances du monde. Nous, le Maroc, on va y arriver, bien sûr, à la participation d'Abdellah Ben Kellen. Et c'est pas la première. Depuis qu'il est arrivé au gouvernement, il participe quasiment tous les ans. Aujourd'hui, vous considérez que ce forum, il y a une sous-représentation de l'Afrique. Il n'y a pas besoin de regarder ça plus de près. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Vous aurez d'accord avec Sikardodi? L'Afrique est sous-représentée. Bon, l'Afrique est sous-représentée. Moi, je dirais, était sous-représentée. Ouais. Il y a quelques années, effectivement, avant la crise économique de 2008-2009, l'Afrique était, en tout cas, marginalisée au Forum de Davos. Mais depuis la fin de la crise, on a commencé à réfléchir, à observer, à voir l'Afrique comme un relais de croissance pour l'économie mondiale. Et depuis, les Africains sont vraiment des invités de marque. La présence des Africains est très remarquée. Par exemple, pour cette année, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui vont faire le déplacement. Par exemple, le président du Nigeria, qui est la première puissance économique d'Afrique, il sera présent. Il y a le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, qui sera d'ailleurs le seul chef d'État parmi les grands pays émergents des BRICS, donc à représenter les BRICS au niveau chef d'État. Il y aura aussi l'autre chef d'État, mais aussi le président de la Banque africaine de développement, la BAD. Donc il y a beaucoup d'Africains qui sont présents et je pense que là, c'est une nouvelle tendance au niveau de Davos, que le monde entier a pris conscience que l'Afrique peut jouer un rôle majeur lorsqu'il s'agit de réfléchir sur les problèmes de la planète, mais aussi peut-être d'être la solution à beaucoup d'autres problèmes. Et donc, juste pour rebondir par rapport à la question de est-ce que le forum de Davos est utile ou pas, je dirais que, bon, certes, il est difficile de citer une décision majeure qui a été prise au forum de Davos, qui a changé la face du monde, mais quand même, c'est très important dans le sens où le forum de Davos permet de mettre autour de la même table les gens, les patrons d'entreprise, les responsables politiques, les responsables de médias, les responsables d'ONG, pour réfléchir à une seule question. Par exemple, les questions du terrorisme. Donc cela permet de voir le problème sous différentes facettes. Comment est-ce que le terrorisme peut avoir peut-être des conséquences concrètement sur l'économie et sur la vie des entreprises. Donc le fait de voir, d'analyser un problème sous différentes facettes, je pense que ça, c'est un apport majeur pour mieux comprendre et peut-être mieux trouver des solutions aux problèmes qui affectent la planète. Alors, le Maroc est représenté, comme on l'a dit tout à l'heure, Abdellah Ben Kellen y va quasiment tous les ans depuis sa prise de fonction. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le Maroc apporte finalement aussi dans ces discussions? Est-ce qu'on est pris en compte? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que... la question est là. C'est Benaïl. Je crois que le Maroc quand même a une approche, je dirais, spécifique plus ou moins de la coopération internationale.
On a entamé des expériences, notamment avec nos amis africains, avec un modèle de coopération. Dans le pays lui-même, il y a de grands chantiers qui sont ouverts, ne serait-ce que le défi d'avoir 52%, je dirais, d'énergie renouvelable dans le panier énergétique. C'est une expérience. Ça, c'est très remarqué unique, au niveau mondial. Oui, unique à l'échelle internationale. Et le forum est une occasion également, je dirais, d'aller faire un peu défendre l'image de ce qui se fait dans le pays comme positif et également de profiter de l'expérience des autres. Je crois que toutes les participations marocaines, et le Maroc est plus ou moins un habitué du forum, on a toujours participé avec des délégations de très haut niveau et l'objectif, c'est d'essayer de défendre notre expérience. Et chaque pays dans le monde, je crois qu'elle a quelque chose à partager avec le reste du monde. Et cette diversité, je crois, elle peut produire également une richesse. Et c'est ça l'objectif, à vrai dire, de la participation. Notre participation aura une saveur un peu plus particulière cette année, vu l'aura que le Maroc a d'un point de vue sécuritaire, dans la coopération sécuritaire, puisque un des thèmes c'est le terrorisme et la crise des migrations, puisque nous en sommes partie prenante. Ça aura une saveur particulière. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Gnaïd. Il est nécessaire qu'on soit présent dans ce grand forum mondial, pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas à rougir de notre pays. Nous avons une démocratie qui est en transition. Nous avons une expérience réussie en Afrique subsaharienne, et ça c'est très important. Au niveau du renouvelable, nous avons quand même une politique volontariste en ce qui concerne les énergies renouvelables. Tout ça, ce sont des éléments qu'on peut mettre en avant dans ce Gotha international. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les 10 000 plus grandes entreprises internationales. Et donc c'est aussi, parce qu'il y a les séances, si vous voulez, plénières, etc., il y a les coulisses. Et dans les coulisses, on peut rencontrer des PDG qu'il est extrêmement difficile, je ne vous cache pas, de rencontrer le PDG d'une grande multinationale. Et là, vous l'avez à portée de la main. Et donc, vous pouvez, dans un petit coin, lui expliquer ce que fait le Maroc, etc. Donc, il y a aussi ce côté attrait des investissements auprès de ces grands groupes internationaux qui recherchent aussi des pays où investir. Donc je pense que non seulement il faut continuer bien sûr à être présent, mais il faut à chaque fois développer, et je regrette, je ne veux pas parler de nous, mais je regrette que la société civile ne soit pas représentée également à ce forum. Mais ça coûte cher. On revient encore une fois au coût. Oui, ça mais coûte cher. Je vous ai dit 60 000 euros. Si on va vous me l'avez dit ce matin. On s'est vu à la radio ce matin. C'est clair de dire. Vous n'y êtes pas allé parce que ça coûte cher. Si on va avec la délégation marocaine, ça ne coûtera rien. Oui, mais après, si on nous invite, faut payer par personne. Hein. Il faut payer par personne. Non mais bon, je suis peut-être terre à terre en parlant d'argent, mais quand on parle par personne, ça revient très cher. C'est pas pour rien que les États-Unis ont le plus de représentants à ce type de forum. Mais vous êtes d'accord avec le rôle du Maroc qui peut jouer aujourd'hui et puis bon, bah surtout, alors on a bien vu le côté lobbying, on a bien vu ces derniers temps avec l'histoire Maroc-Suède, avec qu'on avait besoin justement de mener des offensives en termes d'image, mais c'est dans ces grandes messes comme ça qu'il faut être présent? Oui, tout à fait. Je pense que le Maroc peut faire une présence assez remarquée, assez importante à ce forum, à la fois pour le lobbying, mais aussi parce que le Maroc a d'autres choses à partager avec le monde. Hein. Le Maroc a beaucoup d'expériences positives, notamment dans le domaine sécuritaire. On a vu le rôle des services de renseignement marocains dans la lutte antiterroriste. Donc l'expérience marocaine aujourd'hui est un modèle qui est à présenter aux autres pays aussi, qui peuvent en avoir besoin. Il y a aussi la question du changement climatique. Donc le Maroc va accueillir la COP22 à Marrakech, donc en 2016. C'est l'occasion aussi d'échanger. Et puis voilà, donc le côté environnement,
mais aussi un autre côté qui est important, c'est le côté économique, parce que le Maroc est en train de se positionner depuis quelques années comme hub, donc en Afrique sur le plan économique, et donc l'expérience marocaine, en tout cas des avancées sur le plan économique, avec ce qu'on a vu comme le plan émergence et récemment le plan d'accélération industrielle, donc sont autant d'expériences positives que le Maroc peut échanger autour de ça avec d'autres pays et chercher de nouveaux partenaires, de faire de nouvelles rencontres. Donc il y a aussi, peut-être j'ajouterais le fait que le Maroc est un pays stable, c'est un îlot de stabilité dans l'Afrique du Nord, et en ce sens, le Maroc est un pays modèle, notamment pour les pays arabes en matière de stabilité politique. Donc il y a beaucoup de choses qui font que la présence du Maroc est indispensable pratiquement à ce forum de Davos. Il faut aller vendre ça là-bas. Je parlais de Maroc-Suède. C'est l'occasion aussi là-bas d'aller encore une fois descendre notre cause nationale, qui est l'intégrité territoriale. Je sors un peu de tout ce qui est. On va passer dans l'État. Non mais on a bien pêché par ça. Est-ce que c'est l'occasion aussi là-bas de prêcher pour ça? Suède, ça reflète également un déficit de communication parce que en Suède, il y a vraiment, je dirais, une malcompréhension totale de notre question d'intégrité territoriale. Il y a un grand problème, je dirais, de compréhension, qui a dû résonner aussi, voilà. Mais pas seulement ça. Je dirais qu'ils sont victimes d'une propagande structurée, soutenue dans le temps, et qui déforme les réalités historiques et politiques. Et la nature a horreur du vide. Il faut occuper le terrain. Et occuper le terrain, encore une fois, c'est pas d'aller dans la propagande de je ne sais pas quoi, mais d'aller vendre ce qu'on a, comme l'a dit Sigurdoni. On a beaucoup de bonnes expériences qu'on peut partager avec le monde. Alors, et ça, c'est important. Alors, passons dans les thèmes. C'est vrai que les thèmes qui vont être abordés cette année au niveau de Davos 2016. Il y a un premier thème qui est intéressant. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que j'ai sous les yeux. On en a parlé, on en a survolé quelques-uns. Il y a l'utilisation des robots dans les entreprises et l'impression 3D. Alors, ça c'est que ça soit mis au centre comme thème à Davos, c'est pas anodin parce qu'on est en train de parler de 4e révolution industrielle. C'est-à-dire que la 3e, c'était l'informatique, les nouvelles technologies, Internet qui ont quasiment transformé nos vies en l'espace de 15-20 ans, 20-25 ans. Aujourd'hui, on considère que l'impression 3D et l'utilisation de robots va être une 4e révolution industrielle. C'est quelque chose de central aujourd'hui que ce thème ait été choisi à Davos? Vous êtes d'accord avec ce titre de 4e révolution industrielle? Bon, moi, je pense que ça reflète plutôt l'influence des multinationales, justement, dans le forum. Voilà, on y arrive. Parce que ce sont les multinationales qui financent le forum. Donc, je pense que ça doit être une proposition qui vient de ces sociétés-là. Même si, quelque part, quand même, il faut reconnaître qu'il y a effectivement des nouvelles avancées, des innovations qui vont probablement changer le monde pour les années à venir. On a vu des Google Cars, donc des voitures sans chauffeur. On a vu aussi des robots, notamment développés par des Japonais, des robots qui sont capables de jouer au football et tout ça. Donc bon, si les multinationales disent que ça va être le futur de la planète, donc on attend effectivement voir lors de ce forum la démonstration de ce virage que prendra peut-être la planète pour les années à venir. Vous voyez bien, contre ce que vous disiez au début de l'émission et ce qu'on voit maintenant, entre les thèmes, on va quand même... C'est clair de dire que c'est un bon choix. Parce que d'abord, l'industrie, c'est très important. C'est l'industrie qui crée les emplois permanents. Ça, tout le monde le sait. Et si on veut avoir de l'emploi, il faut avoir de l'industrie. Et donc, cette industrie est en train de se transformer. On est passé de la machine à vapeur à l'électricité, à l'électronique, etc. Et le 21e siècle, pour nos enfants, c'est tout proche. On parle de nos enfants, c'est tout proche. C'est la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'Internet des objets, le big data, etc. Et je trouve que nous, au Maroc, justement, qui n'avons pas beaucoup de ressources naturelles, ni pétrole, ni gaz, etc., nous devons dès maintenant nous intéresser à cette nouvelle technologie pour passer, nous aussi, de l'étape 3e à l'étape 4e. Donc je considère que c'est un bon choix qui a été fait et que le Maroc doit coller aussi à cette révolution industrielle qui, au XXIe siècle, va être, si vous voulez, le clou de ce siècle-là.
Alors, Si Benayed, je vous demanderai votre avis là-dessus. On fait une petite pause et on revient juste après. Alors, un des thèmes intéressants, c'est que... Oui, M. Kardoni, il continue à discuter pendant les pauses, c'est normal. Tout ça est très passionnant. Justement, ce thème-là de 4e révolution industrielle. Vous êtes d'accord, Si Benayed? Alors il y a Ibrahim Soleiman nous dit en gros ce sont les multinationales qui ont des intérêts et puis bien sûr derrière ça il y a des industries qui existent déjà, il y a du développement qui a été fait depuis des années, il va bien falloir le vendre à la terre entière. Si Kardoni nous dit non, il faut vraiment rentrer de plein pied. Vous allez être entre les deux ou vous êtes on n'arrêtera jamais le progrès. Et la 4e révolution industrielle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle va se réaliser. Pour la simple raison, c'est que le monde change, il évolue, il croît. Et quelle est l'essence même de cette 4e révolution industrielle? C'est la généralisation des smartphones. Et maintenant, avec la généralisation de la connectivité, on peut tous devenir des objets innovants. On peut même choisir maintenant, je dirais, même la forme de sa voiture, et au lieu que les usines soient standardisées, l'objectif c'est que chacun choisisse les objets qu'il veut consommer à travers cette connectivité. Et c'est ça la nouvelle révolution. Maintenant, il faut dire également que Davos, et c'est ça l'avantage, c'est l'anticipation. Il faut dire que le concept de la 4e révolution industrielle est né en Allemagne. Et il est né dans une discussion formalisée entre le gouvernement, les syndicats et les chercheurs pour qu'ils anticipent l'avenir. Et je crois que ce niveau également d'échange entre les différents acteurs va permettre d'accélérer le changement et surtout de se doter de capacités pour s'adapter au changement. Ces changements sont des changements de fond. Ils ne vont pas dépendre uniquement de multinationales. C'est des besoins exprimés par les nouvelles générations qui sont tout le temps connectées et qui ont besoin d'innovation, de spécification, de diversification. Donc, il faut prendre ce mouvement de fond et s'adapter. Et c'est le moment, parce que si on ne s'adapte pas à ces changements, on va rester largué peut-être dans la 3e ou la 2e génération industrielle. Et c'est pas bon. Est-ce que Si Benayed, quand il va revenir de Davos, est-ce qu'on peut espérer que cette capacité d'anticipation qui va être transmise au sein du forum, parce qu'on sait très bien que notamment dans l'impression 3D est encore aujourd'hui, au niveau du Maroc, n'est pas encore utilisable, alors qu'il y a beaucoup d'applications, notamment dans le domaine médical, qui pourraient être utilisées dès maintenant, que ce soit dans les prothèses dentaires, que ce soit dans je pense que c'est on appelle ça les prothèses additives ou bon bref, pour fabriquer un certain nombre de choses qui peuvent être utilisées dans le domaine médical. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on revienne avec un peu d'anticipation à ce niveau-là? C'est Kardoni. Le Premier ministre, M. Benayed, va être sensibilisé à toutes ces nouvelles inventions et comme je lui ai fait confiance, il a un esprit très large et je suis sûr qu'étant sensibilisé et les gens qui l'accompagnent, le Premier ministre ne va pas tout seul, c'est des équipes qui partent, je pense qu'ils vont être sensibilisés et en tant que responsables politiques, une fois de retour au Maroc, elles doivent justement se battre, militer pour aller vers cette 4e révolution industrielle. Donc c'est une question de sensibilisation. Il faudra qu'on s'y mette maintenant, parce que sinon voilà, on va être en retard. Et au retour, il faut que les personnes concernées, notamment le ministère de l'Industrie, et c'est lui qui est le plus concerné, puisse déjà réfléchir. Je ne veux pas dire que demain, il va transformer les usines en usines intelligentes. Maintenant, on parle d'usines intelligentes. C'est pas du jour au lendemain, mais peut-être créer une cellule de réflexion sur cette nouvelle... Plancher sur une vision. Plancher sur une vision, comme ce qu'on a eu pour... Voilà, c'est le terme que je cherche. Moi, je pense qu'ils ont choisi le thème, effectivement, pour lancer un mouvement sur une nouveauté. Mais heureusement qu'il y a plusieurs autres thèmes qui vont être abordés pendant ce forum. Sinon, les gens seront un peu perdus quelque part. Parce que la robotique, l'intelligence artificielle, les Syriens, les réfugiés syriens... Et voilà, c'est pas la priorité pour eux. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on trouve une solution
à la stabilité pour leur pays, pour qu'ils puissent retourner chez eux. Heureusement qu'il y a d'autres thèmes qui sont chauds, qui sont urgents pour la planète, comme la question du changement climatique, comme le terrorisme, etc. Donc les gens, la préoccupation de la planète, à mon avis, certes, il faut penser au futur, la robotique et tout ça, mais il faut aussi garder les pieds sur terre et résoudre les problèmes des gens aujourd'hui. Il y a une autre question, un autre problème qui est majeur, qui inquiète les gens, c'est la question des inégalités entre les riches et les pauvres. Donc, récemment, Oxfam a publié un chiffre inquiétant selon lequel 1% des populations les plus riches détiennent plus que ce que possèdent les 99% autres de la population. Donc c'est un rapport inquiétant. Ça prouve que les écarts entre les riches et les pauvres sont en train de s'aggraver et il faudra, ce sont des forums comme ça qui vont permettre de réfléchir aux conditions de vie de la planète pour que les gens puissent mieux vivre. Je voudrais juste préciser une chose. Si j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple allemand, comment l'idée est sortie et qui était dans le tour de table pour discuter de ce changement de fond, c'est pour dire que l'affaire n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est une affaire de société. Et finalement, ceux qui vont faire la quatrième génération aux révolutions industrielles, c'est les entrepreneurs, c'est les consommateurs, parce que les entrepreneurs s'ajustent à des phénomènes de société. Et les phénomènes de société futurs, c'est que tout le monde est connecté, on va se transformer nous-mêmes, consommateurs, en un objet circulant qui émet des informations, des désirs, qui sont intégrés dans des big data, qui génèrent des besoins de services, qui sont industrialisés, etc. Donc la quatrième génération, la quatrième révolution industrielle, suppose beaucoup d'usages d'intelligence artificielle, suppose la prise en compte des contraintes d'environnement, notamment la consommation de la matière, la consommation de l'énergie. Et je crois que dans certains secteurs, on a une chance. Actuellement, dans l'automobile, dans l'aéronautique, c'est parmi les secteurs aujourd'hui, les pièces même de rechange, on peut les imprimer et au lieu de concevoir toute une usine, c'est l'impression 3D. Elle peut vous donner une pièce même spécifique pour quelque chose très spécifique. Donc, il faut, et surtout pourquoi j'ai dit que c'est un phénomène de société, parce que ça aura des impacts sur la nature des emplois. On parle déjà, ne serait-ce que sur 17 pays, d'une perte de 5 millions d'emplois et que le forum va s'intéresser essentiellement à la qualification des ressources humaines. On disait la même chose à l'arrivée d'Internet, on disait que ça allait détruire des emplois, mais finalement il y a eu, voilà, c'est une espèce de travail dynamique d'inversement et de remplacement. Alors, les gens qui vont en profiter, c'est les gens qui vont s'intéresser à s'adapter maintenant. Mais pas jusqu'à ce qu'on soit en face du changement au complet. Alors, pour compléter ce qu'a dit l'ami Sibn Ayed, effectivement, il y aura des pertes d'emplois. Mais il y aura de nouveaux emplois. Mais notre système éducatif doit dès maintenant s'adapter à ces nouveaux emplois. Il faudrait, je vous comprends, mais si il on me le faut, fait pas, on sera rattrapé par le phénomène. Il faut que nos écoliers commencent déjà au primaire déjà à avoir iPad, pour pouvoir être dans le digital. C'est Kerdodi, on a fait plusieurs émissions sur l'éducation. Vous savez qu'on a un grand pourcentage d'élèves qui ne comprennent même pas aujourd'hui ce qui leur est transmis à l'école. On sait très bien dans les visions qu'on a pour l'éducation. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ça pose une question. C'est de sensibiliser sur la nécessité de changer notre système éducatif pour que on puisse déjà préparer les emplois du futur. Alors, ça pose une question, parce que là on parle du Maroc, mais revenons à ce grand forum de Davos, qui a pour noble objectif d'améliorer la situation du monde. Est-ce que on peut être aussi dans des grands débats philosophiques, mais ça ne l'est pas finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de quatrième révolution industrielle, on a un thème qui va être traité à Davos, qui sont les inégalités sociales. Toute révolution industrielle laisse sur le carreau une partie du monde à partir du moment où une partie du monde va plus vite que l'autre. Ça se fera de toute façon. Est-ce que c'est dans ce type de forum qu'on peut dire c'est très dur de freiner le progrès, comme vous l'avez dit, mais aujourd'hui que l'équation avance de manière raisonnée pour qu'on n'ait plus cette fracture numérique qui existe encore entre le Nord et le Sud,
est-ce que c'est des réflexions qui sont faites? Je les vois pas dans les thèmes. On parle mais de ça, inégalité sociale. Les inégalités sociales, on en parle tout le temps et on en est tous conscients. Il y en a toujours eu. Elles s'aggravent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'aggrave effectivement. Parce que la question qui se pose, c'est quel modèle pour la société, en fait? Est-ce qu'il faut qu'une élite privilégiée puisse, en s'appuyant sur les innovations, prendre la tête, continuer à s'enrichir, à avancer, à se développer, en laissant derrière toute la planète? Ou bien est-ce qu'il faut peut-être qu'on pense à un modèle qui va inclure en tout cas une bonne majorité de la population mondiale pour qu'on puisse avancer ensemble? Je pense que le débat de fond, il est là. Est-ce est-ce que les riches doivent continuer à s'enrichir seuls, ou bien est-ce qu'il faut trouver un système qui permet quand même de mettre un peu, en tout cas d'améliorer la condition de vie d'une bonne partie de la population, avoir une classe moyenne qui soit bien visible dans la majorité des pays, en fait. Je pense que c'est un peu ça la question de fond qui se pose aujourd'hui. C'est la question que je pose depuis le début de cette émission. C'est en gros qu'on est en train de démontrer finalement que il y a des fondements du capitalisme à remettre en question, mais qui ne seront jamais remis en question, parce qu'on est de toute façon dans un forum qui est le chantre du capitalisme, donc il y a des espèces d'antinomie. Je voudrais juste atténuer ce que vous dites, et je vais citer ici quelques exemples. Par exemple, c'est vrai qu'il y a une inégalité dans le monde, ça c'est clair. On a toujours été habitué, mais ça s'aggrave. Je pense qu'actuellement, en ce début du XXIe siècle, il y a une prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ne serait-ce que dans l'intérêt des capitalistes eux-mêmes. Parce que c'est vrai que lorsque vous faites des produits, il faut les vendre. Il faut trouver des gens qui ont le pouvoir d'achat. Je prends juste quelques exemples qu'a initié le forum. C'est les Young Global Leaders. Les Global Shapers, c'est des entrepreneurs de 20 à 30 ans. Les entrepreneurs sociaux, les technologies pionnières, un autre Global Health Initiative, Global Education Initiative. Donc c'est vrai que le forum a compris ce que vous insistez à juste raison. Il ne faut pas qu'une petite minorité vive dans la richesse et la grande majorité. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a déjà des programmes qui sont mis en œuvre. Ce n'est pas suffisant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, il faudrait que nous, les pays en voie de développement, nous soyons présents dans ces forums pour crier haut et fort, oui, c'est bien tout ce que vous faites, mais n'oubliez pas les trois quarts de l'humanité qui vit encore dans la misère. Il faudrait que notre voix également puisse être présente dans ces forums. Alors, il y a un autre thème qui sont bien sûr les défis climatiques. On sort de la COP21, vous l'avez dit Souleymane, COP22 cette année à Marrakech à la fin de l'année. Qu'est-ce que aujourd'hui tout a été dit finalement à la COP21, mais dans l'action, c'est ce qu'on attend après chaque COP. On attend de savoir est-ce que tout ce qui a été dit, finalement, va être transformé en action. C'est l'occasion. On attend ça aussi au Forum de Davos, ou ça va être tout simplement dire tiens, ce qu'on a fait à la COP21, c'était bien. Je crois qu'il y a des tendances lourdes que personne ne peut ignorer maintenant, même au plus haut niveau de décision politique, et ça a été déjà démontré dans le cadre de la COP21. Je voudrais juste placer un mot par rapport aux inégalités. Oui. Je crois que tout est relatif. Tout est relatif. Parce que les inégalités dépendent du modèle de référence. Je crois que chaque génération de révolution industrielle a créé son référentiel. Forcément. Maintenant, le référentiel, il faut qu'on soit connecté, il faut qu'on bénéficie d'une bonne éducation. Le minimum, je dirais, de subsistance a évolué dans le temps. Je crois que si on s'inscrit dans une logique de long terme, l'être humain sur toute la planète, maintenant, rares les gens qui meurent de la famine. Avant, c'était la famine, carrément, et les gens... il y a eu... C'est le paramètre qui a changé. Quand on parlait des objectifs du millénaire, on parle de pauvreté absolue. Voilà, on a l'être humain a évolué d'une manière générale. Mais je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est que ces gens, les populations qui se sentent à la marge, même dans l'intérêt du système, de ne pas les laisser à la marge, comme l'a dit Silke Dodi. Et s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'économie. Et je crois que les gens sont conscients de ça. Maintenant, c'est nos capacités d'adaptation. Ce n'est pas aux autres de venir de nous dire « voilà comment vous allez vous adapter ». Ça, c'est une affaire, je dirais, des pays, des gouvernements et des personnes, quelquefois. Si vous ne vous adaptez pas au nouveau contexte, je ne sais pas comment vous allez vous placer
dans le marché du travail. Donc, l'avantage de ce genre de réflexion, c'est que ça nous permet un peu de prendre conscience de ce qui va venir à l'avenir et de s'adapter. Je crois que c'est important. Maintenant, pour l'environnement, c'est l'une des contraintes de l'humanité. Hein. C'est pas seulement à Davos de gérer ça. C'est une contrainte. On ne peut pas continuer sur ce rythme, je dirais, de consommation des ressources naturelles et d'utilisation des objets qui détruisent notre environnement. Et ça, c'est une conscience planétaire qui est en train de se concrétiser. Ce qui s'est passé à la COP21, c'est déjà un pas en avant. C'est pas suffisant. C'est une manière de tester, là, pays... justement, à Davos, parce qu'à la COP21, on avait tous les chefs d'État qui étaient là pour discuter. Là, aujourd'hui, il y a les relais, on va dire, on a la cheville avec les PDG de multinationales, des industriels qui, eux, polluent aussi le monde. Est-ce que là, on va pouvoir tester finalement ce que vous avez décidé, vous? Est-ce que c'est possible à mettre en œuvre d'un point de vue industriel? Alors, votre question est pertinente parce que, évidemment, les chefs d'entreprise, les grands PDG ont une responsabilité aussi dans les problèmes de l'environnement. C'est par exemple, au niveau de leur usine, essayer de préserver l'environnement déjà dans leur usine. Donc, ils ont une responsabilité propre. Il y a aussi, et je pense que la COP22 à Marrakech va maintenant finaliser ce qui a été fait à la COP21. Je pense par exemple aux énergies renouvelables. Maintenant, partout dans les pays, il y a des incitations aux énergies renouvelables. Et il y a au contraire un découragement des énergies fossiles. C'est-à-dire que maintenant, les grandes banques, avant de donner un crédit pour un investissement dans le charbon ou dans le pétrole ou dans le gaz, je ne vous dis pas qu'ils vont couper les crédits dès maintenant, ça ils ne vont pas le faire, mais ils vont quand même réfléchir à ce que ça rentre dans le cadre. Il y a aussi les 100 milliards qui ont été décidés à Paris, ça c'est une décision, 100 milliards qui vont être octroyés à partir de 2020 aux pays en voie de développement pour s'adapter à l'environnement. Alors maintenant, il faudrait qu'à Marrakech, on puisse définir ces fameux 100 milliards, comment on va les réunir, comment on va les répartir. Donc, moi, j'ai beaucoup confiance dans Marrakech et le Maroc peut jouer un rôle très important dans les problèmes d'environnement. Souleymane. Oui, tout à fait. En fait, la COP22 va essayer de voir comment mettre en œuvre les recommandations et puis l'accord qui a été signé pendant la COP21 à Paris. Maintenant aussi, il faudra observer quel est le chemin qui a été parcouru depuis la COP21 jusqu'à la COP22. Est-ce que les pays et puis les entreprises qui sont engagées, est-ce qu'elles ont effectivement fait au moins un pas en avant dans la réalisation concrète des changements qui sont nécessaires? Parce qu'il faut dire, l'accord a été signé, certes, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour crier victoire, parce qu'il y a des pays qui sont restés encore réticents. Parce que aller à limiter le réchauffement climatique, ça suppose pour certains pays comme la Chine ou bien d'autres pays qui ont des industries qui fonctionnent encore au charbon, d'abandonner ce genre d'industrie. Et ça, c'est des investissements lourds qu'il faudra engager, laisser le charbon pour passer à des énergies propres, c'est coûteux pour ces pays-là. Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu? Je pense qu'il est trop tôt pour crier victoire encore. Alors, la crise, autre thème, bien sûr, on a parlé de terrorisme et la crise des migrations. On est en train de faire notre Davos, là, hein. On est en train de... on le fait très rapidement. Il nous reste après quelques thèmes, mais c'est vrai que c'est très intéressant. La crise des migrations, le terrorisme, on en a parlé, du moment du rôle du Maroc aussi, de quelle manière il en a joué, mais on a, sur place à Davos, donc les chefs d'entreprise, mais aussi des chefs d'agences humanitaires, hein, comme les hauts commissariats aux réfugiés, les instances de l'ONU, qui vont débattre de la manière avec laquelle traiter la crise des migrations. Ça, aujourd'hui, thème central, qui a des répercussions économiques quand on a des dirigeants européens et américains qui sont sur place. Certainement, ce qui se passe notamment dans notre région arabe crée beaucoup de perturbations. Premièrement, du fait que cette région génère une bonne part de l'énergie à l'échelle mondiale. Deuxièmement, il y a le manque de perspective sur l'évolution, surtout le manque de stabilité et de sécurité qui ne se limite pas à la région, mais qui s'exporte pratiquement dans le monde. Et bien sûr,
l'économie et la sécurité sont quasiment des jumeaux. On ne peut pas avoir un développement économique sans une sécurité, une stabilité pour pouvoir faire des affaires. Donc, par rapport stabilité politique également, rime avec migration. Quand il y a des crises politiques, il y a des mouvements migratoires, c'est tout à fait normal. Soit qu'on a une crise économique, les gens ne trouvent pas de quoi survivre, donc ils se déplacent vers des régions où il y a la richesse, soit qu'il y ait des crises politiques qui se traduisent par des guerres civiles ou quelque chose comme ça, donc ça conduit à des migrations. Donc Davos, normalement, doit réfléchir comment ramener la stabilité à ce pays, à cette région, c'est important. Et ça se voit que sans cette stabilité, ce n'est pas seulement notre région qui est impactée, mais pratiquement tout le monde. Alors, pour répondre précisément à votre question, il est certain que le terrorisme et la crise migratoire ont un effet économique, il ne faut pas l'oublier, sur les entreprises. Donc les chefs d'entreprise s'en inquiètent. D'ailleurs, dans les perspectives de l'Europe, on parle d'une croissance de 1,7%. Et on cite comme élément négatif le terrorisme et la crise migratoire. Ils considèrent ça comme des éléments négatifs, l'élément positif étant la baisse du prix du pétrole. Il faut bien comprendre que ça... Ce qui est en plus un peu contradictoire quand même. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on avait des zones de turbulence dans ces zones-là, on avait une hausse du prix du pétrole. Là, il est au plus bas, $29. Ça, c'est entre guillemets. D'accord. Alors donc c'est vrai que ça a des éléments négatifs et les chefs d'entreprise s'en inquiètent. Maintenant, comme l'a dit mon ami, il faut essayer de trouver des solutions globaux. Et ce n'est pas au forum peut-être faire des propositions. Mais normalement, les grands problèmes de terrorisme, c'est Daesh. Donc il faut voir comment on va éliminer la source du terrorisme, qui est Daesh. Et ça, c'est au niveau de l'ONU, c'est au niveau des grandes puissances. En ce qui concerne la crise migratoire, c'est encore le problème syrien. C'est parce qu'il y a une guerre civile en Syrie qu'il y a des millions de Syriens qui sont déplacés et qui viennent en Europe. Donc moi je pense que sur ces problèmes-là, les chefs d'entreprise, évidemment, sont inquiets et ne peuvent que souhaiter que les politiques, parce que c'est le rôle des politiques, de trouver des solutions à ces grands problèmes. Vous êtes d'accord avec ça, Ibrahim Souleyman, sachant qu'aujourd'hui, dans toutes les multinationales, ça n'a jamais empêché les multinationales d'investir en Afrique ou ailleurs. On parlait des attentats au Burkina en début de semaine, et ça nous a permis d'aller un peu plus largement, et ça n'a jamais empêché les multinationales d'aller dans des pays instables. Ils intègrent la notion de risque dans tous leurs investissements. Est-ce que finalement, cette interconnexion entre le monde des affaires mondial, avec ces crises et ces foyers de tension et ces guerres et ces déplacés, est-ce que finalement c'est vraiment ça qui peut faire changer la donne ? Oui, c'est intimement lié quand même. C'est vrai que les investisseurs, ils regardent beaucoup la question du risque, mais ils investissent quand même en tenant compte d'un risque qui est calculé, qui est mesuré. Donc aujourd'hui, d'ailleurs ça a toujours été le cas, les investisseurs essaient de travailler de façon étroite avec les politiques pour mieux, en tout cas, trouver des solutions lorsqu'il s'agit notamment de la question sécuritaire. Mais donc, pour le cas de l'Afrique, pour un peu rebondir sur la question migratoire, je pense que le problème migratoire est aussi lié, en ce qui concerne la migration économique, c'est aussi lié à un manque d'investissement et de développement dans les pays, en tout cas émetteurs, notamment par exemple les pays africains. Je pense que s'il y a assez d'investissements et créateurs d'emplois dans les pays, cela peut effectivement retenir et fixer les populations pour les décourager à se déplacer. Parce que quand on voit la majorité des migrants qui vont vers l'Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils partent pour chercher du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail chez eux. Donc s'il y a de l'investissement, si on encourage l'investissement, on attire les investisseurs en Afrique ou bien dans d'autres régions du monde qui sont les moins avancées, je pense que ça peut aider à régler la question de la migration.
Maintenant, pour le cas syrien, c'est un cas particulier. C'est dû à la guerre, c'est un problème politique. Je pense qu'à ce niveau, pour le cas syrien, les politiques ont beaucoup de choses à faire pour trouver une solution à ce niveau-là. C'est vrai que la crise migratoire syrienne, elle a chamboulé l'agenda diplomatique des pays européens parce qu'ils ont dû faire beaucoup de réunions imprévues et ça a aussi chamboulé un peu leur budget parce que c'est coûteux quand même de recevoir des milliers, voire des dizaines de milliers de migrants. Maintenant, je pense qu'il est temps que les politiques, en tout cas, s'assiedent et discutent sérieusement pour trouver une solution à la crise syrienne notamment. Je crois qu'on a un vrai problème de gestion de la transition dans la région sud-méditerranéenne. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est ça ce qui inquiète l'Europe, on va dire, d'avoir une zone de turbulence en continu juste à côté. C'est ça le vrai problème. Mais il faut dire également que on a de la difficulté à assurer la transition politique. Et cette transition politique, il va falloir la gérer. Si le Maroc se distingue, c'est parce qu'on a pu la gérer dans le temps avec beaucoup, je dirais, de gestion, de discussion, quelquefois dans la douleur, mais quand même, on l'a géré dans le temps. Il se voit aujourd'hui que la théorie du chaos créateur de Condoleezza Rice est un chaos vraiment, et qu'on ne peut pas continuer. Il faut trouver un moyen pour stabiliser ces pays, parce que ce n'est pas vrai que l'investissement est complètement déconnecté de la stabilité. Non, on ne peut pas aller investir dans un pays où on ne sait même pas est-ce qu'on va pouvoir travailler, faire fructifier, ou on ne va pas pouvoir travailler. La stabilité, elle est importante, mais il faut trouver des modes opératoires pour gérer les transitions. Et c'est ça le vrai problème, je crois. Alors, on a quasiment fait tous les thèmes. Il nous reste 4 minutes. Il y a la cybercriminalité. Alors ça, c'est aussi qui était... On n'a pas parlé de l'économie mondiale. Alors c'est vrai, l'économie mondiale, avant la cybercriminalité, parce que l'économie mondiale, c'est vrai qu'on redoute également une chute des marchés financiers. La Chine a fait peur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est au centre des préoccupations d'avoir une stabilité? Alors là, pour le coup, on est au cœur du système capitaliste mondial, de savoir si la Chine peut entraîner le reste du monde dans un crash boursier. Ce qui fait trembler le système capitaliste mondial, c'est la Chine, qui est de nature plus ou moins communiste. Et c'est ça le paradoxe de l'économie mondiale actuellement. Alors, effectivement, quelquefois on dit qu'il y a une crise de croissance en Chine, alors qu'elle va faire cette année. C'est un ralentissement de croissance. 7%. 7%, pas en rêve en Europe ou en Amérique. Donc, on a la mémoire courte. Il y a un ralentissement de croissance. Un vrai problème, c'est que tout le monde a voulu faire de la Chine son usine. Et il y a une concentration de richesses dans ce pays. 3 000 milliards de réserves en devises, ce qui fait tout changement de 0,1% se répercute sur la qualité du panier détenu par les devises en Chine et ça crée tout un problème. Donc ça aussi, c'est pas bon. On parlait des inégalités tout à l'heure. Ça, c'est une inégalité dans la croissance mondiale qui ne peut pas permettre à une gestion équilibrée de l'économie mondiale. Et c'est un vrai problème. C'est l'effet papillon. Effectivement, le FMI parle d'une croissance de 3,4% qui est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Alors, il y a le ralentissement dans les pays émergents, il y a le ralentissement de l'économie chinoise. Il y a aussi, peut-être sur le plan financier, la sortie des mesures exceptionnelles qu'avait pris la Fed aux États-Unis. Elle va revenir là-dessus. Donc ça aussi, c'est une crainte également pour les pays émergents. Et donc, il y a beaucoup de questions. Un expert a même posé la question, sommes-nous au bord d'une récession mondiale? Donc on l'envisage, ce qui est grave d'envisager une récession mondiale. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant
Et pour notre pays, le Maroc, effectivement, vous savez que la croissance qui est prévue en 2016 est assez faible. Et malheureusement, l'Europe, qui est notre principal débouché, je l'ai dit tout à l'heure, ne connaîtra qu'une croissance de 1,7%. Donc on va s'attendre, je ne veux pas être pessimiste, mais une année 2016 difficile. Ibrahim Soleiman. Oui, en tout cas, la Chine, pour revenir sur la Chine, elle est au cœur de l'économie mondiale aujourd'hui. Donc c'est devenu le verrou un peu de l'économie mondiale. Et le ralentissement chinois inquiète tout le monde, y compris les Africains. Parce que l'Afrique, quand même, pour l'Afrique, la Chine, c'est le premier partenaire économique. Et déjà, au cours de l'année 2015, il y a eu une baisse, selon des chiffres, d'environ 40% de baisse de demande de matières premières en provenance de la Chine. Parce que la croissance économique a ralenti, ça veut dire moins de besoins pour faire tourner les machines en Chine. Donc il y a moins de demandes de matières premières et ça, c'est pas bon pour l'Afrique aussi. Pour les pays occidentaux qui considèrent la Chine aussi comme leur usine, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants, il y a beaucoup donc pour eux aussi c'est pas très bon parce que à ce niveau il y a plusieurs choses qui ont changé. Il y a eu la remontée de niveau de vie en Chine qui fait que la Chine est un peu moins compétitive. Mais je pense que de plus en plus les gens vont commencer à regarder du côté de l'Afrique, qui va devenir certainement le relais de croissance à la fois pour les entreprises qui veulent sous-traiter. Qui cherchent des sous-traitants. En espérant que ça soit une croissance inclusive et que ça permette à toutes les populations. Vraiment, dernier mot, c'est Benaïed. Il faut lier ça avec la 4e révolution industrielle. Oui. Il y a un changement de comportement qu'il faudrait prendre en charge. Et la Chine cristallise actuellement la dernière génération de la révolution industrielle. Et on ne peut pas continuer à consommer les matières premières avec cette boulimie, parce que la Terre ne supportera pas. Sans anticipation. Merci, messieurs. On a fait notre Davos, on est quasiment passé par les thèmes, ça n'a pas coûté 200 millions d'euros. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV, on se retrouve demain.